A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Bonsoir chers auditeurs sur la 95.6. Et bienvenue dans votre émission Mawlid de Zaman, l'abreuvoir des assoiffés, en l'occurrence chez Ahmadou Bamba. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, encore une fois, nous sommes dans votre émission qui traite de grandes thématiques à l'endroit de l'œuvre immense et glorieuse de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur d'être ici avec vous pour traiter d'un thème important avec des invités de taille. Mais avant cela, nous adressons d'abord nos prières déférentes à l'endroit de notre vénéré guide, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides. Qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé de fer. Donc, dans cette émission Mawlid de Zaman, nous allons aujourd'hui aborder une thématique importante relative à la ville sainte de Touba, qui a été fondée en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba. Touba, un sanctuaire religieux. Touba, la capitale du mouridisme. Touba, la deuxième ville du Sénégal du point de vue démographique, avec ses 1,5 million habitants, mais également avec ses 3 millions de pèlerins qui viennent chaque année y célébrer le Grand Magal. Mais si Touba est ces temps-ci au devant de la scène, c'est à cause des événements, des manifestations récentes qui se sont produites le 2 juin 2020 contre les mesures restrictives liées à l'état d'urgence, à la suite desquelles le Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, a fait une importante déclaration sur l'honorabilité de la ville et sur la considération qui s'y est à son endroit. Nous appuyant sur cette déclaration, nous allons donc traiter le thème suivant, le devoir de sauvegarde de l'honorabilité de la ville sainte de Touba. Et nous serons en compagnie des invités suivants. D'abord, l'inspecteur M. Mamadou Ngom, inspecteur de l'éducation et de l'enseignement, ici à l'IEF de Mbacké. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Voilà, Bonsoir, donc, Seigneur Moussa. Voilà. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de la télé Al Mouridiyyah, remercier le bon Dieu subhanahu wa ta'ala, prier sur le prophète Mohammed et demander à Dieu d'accorder à Serigne Mountakha une longue vie et une santé de fer pour qu'il puisse parachever l'œuvre immense qu'il a entrepris dans le chantier du mouridisme, dans le chantier de l'islam. Vous saluez aussi, saluez Serigne Mansour et le professeur Gaye et exprimer le plaisir que j'éprouve à partager ce plateau avec ces personnalités illustres. Voilà, merci inspecteur. Nous sommes aussi en compagnie de l'inspecteur Ngom qu'on ne présentera plus parce que vous avez l'habitude de le voir dans cette émission, comme également Serigne Mansour Seck qui est principal de collège, mais également chercheur ici au niveau de l'Institut international d'études et de recherche du mouridisme au sein de Hizbut Tarqiyyah. Serigne Mansour, bonsoir. Bonsoir Seynou Moussa, bonsoir à notre illustre hôte, le professeur Mamadou Gaye. Bonsoir à l'inspecteur Ngom. Je termine par lui parce que il est un habitué maintenant de nos plateaux. Et j'exprime l'immense plaisir que j'ai de partager avec eux ce plateau, et particulièrement pour monsieur le professeur Mamadou Ngom. Nous avons l'habitude de le voir faire des sorties dans beaucoup de circonstances pour des questions qui interpellent le pays, qui interpellent la préoccupation de tous les musulmans. Et c'est réellement un plaisir d'être là avec lui sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Merci Serigne Mansour Seck. Et enfin, nous avons un invité
un autre invité, le professeur Mamadou Gaye, qui certainement va faire son baptême de feu à cette émission Mawlid Zaman. Le professeur Mamadou Gaye, diplômé des réseaux des universités du Québec au Canada, mais qui est directeur des programmes NBA, mais également consultant au PNUD. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diouf. Je profite de l'occasion pour prier dignement et fièrement pour la santé de fer et la longévité de notre Khalif général, Cheikh Mountakha Bachir. Prier de la même manière pour la santé et la longévité de Serigne Cheikh Dieumou Fall, le Khalif général des Baye Fall. Prier pour la même raison et la même fierté, la même dignité pour l'ensemble de la famille Ahlul Mbakiyou et la famille Fall et les Cheikh. Mais prier aussi pour la longue vie, la longévité et le succès ardent pour le Dara Hizbut Tarqiyyah et son jawriñ Serigne Atou Diagne, un ami, un frère, un condisciple de longue date. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs de cette émission. Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer l'ensemble des disciples et l'ensemble des membres des Hizbut Tarqiyyah pour les efforts constants qu'ils ont menés pour amener les innovations, la créativité et la gouvernance au sein de la Mouridiyya. C'est un grand honneur d'être là avec des collègues, des frères condisciples mourides, Serigne Mansour Seck, Serigne Mamadou Ngom, Serigne Moussa Diouf, pour partager du peu qu'on connaisse du développement des territoires. Nous sommes un spécialiste des territoires et nous sommes là ce soir pour partager un tout petit peu dans ce domaine. Voilà. Merci professeur, comme vous l'avez dit, en tant que condisciple mouride, nous allons exploiter cette importante déclaration du Khalife général du Mouride pour aborder notre thématique que je vais rappeler, notre devoir de sauvegarde de l'honorabilité de la ville sainte de Touba. Et tout à l'heure, donc, nous allons demander à la régie, avant même d'entrer dans les contenus des différentes thématiques, d'écouter un extrait de cette importante déclaration pour pouvoir démarrer le débat. ni ma ko junjee biig ne ku bëgg jariñu ku fi bëgg jariñu tey ak ëllëg da nga xool ci man nag Comme je l'avais dit la veille, toute personne qui aspire à des profits ici-bas et dans l'au-delà, qu'elle prenne exemple sur ma propre personne. Prendre exemple sur moi suppose qu'on m'écoute et qu'on me suive pour voir si j'accomplis mes devoirs ou non. Pour cela, le cheikh est mon unique objectif et c'est lui seul qui m'est témoin par rapport à mes devoirs. Comme je l'ai dit, celui qui applique ses recommandations en tirera profit ici-bas et dans l'au-delà. Car moi, je n'ai rien d'autre en vue que le cheikh. Le cheikh constitue mon unique objectif. Quant à lui, c'est Dieu qui a usé de son pouvoir discrétionnaire pour faire de lui ce qu'il est. Il constitue un creuset vers lequel converge tout ce qui est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Donc, si nous bénéficions de l'assistance providentielle de faire partie des siens, il est clair que nous n'accepterons jamais que des perturbateurs venant d'ailleurs s'adonnent à la destruction de notre cité. D'ailleurs, même si on les laissait faire, ils seraient incapables de porter atteinte à la cité, car Serigne Touba a déjà sécurisé la ville. Cependant, on ne les laissera pas faire. Notre devoir est de veiller à la préservation de la cité. Nous ne dérogerons pas, nous prendrons toutes nos responsabilités. Nous ne laisserons pas de gens venir de n'importe où pour agir à leur guise avec un comportement insolent et irrévérencieux. Évertuons-nous à l'effort. Ce que je veux pour ma propre personne est la même chose que je veux pour vous. Donc, faisons encore des efforts pour que plus jamais ces actes déplorables qu'on eut à observer ne se reproduisent. Plus jamais cela. Sinon, nous réprimerons aussi bien manifestement que secrètement. Quant à la correction secrète, elle est très aisée, car celui qui est dans cette situation, qu'elle sache que c'est elle-même qui a signé le décret de sa propre déchéance et de sa propre mort.
Voilà, merci la régie pour cet extrait. Je pense que, chers téléspectateurs, tous ceux qui ont suivi religieusement cette déclaration du Khalife ont eu le même sentiment, un sentiment d'interpellation individuelle, car le Khalife s'est adressé à chacun d'entre nous et il a interpellé nos responsabilités, au-delà même du rappel important qu'il nous a fait sur le caractère religieux de cette ville et la considération que nous devons avoir à son égard. Inspecteur Ngom, avant d'entrer dans les contenus de cette déclaration, nous devons d'abord nous intéresser à son auteur, celui qui a parlé. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, un homme de Dieu, un homme de science, mais qui est actuellement l'actuel khalife du général des Mourides. Nous voulons nous intéresser d'abord à sa personnalité, en d'autres termes, qui parle avec nous. Merci Seigneur Moussa. Il est intéressant de parler de l'homme. Serigne Mountakha, c'est le fils de Serigne Bassirou, fils de Serigne Touba. Je crois que si on s'en tenait qu'à cela, cela renseigne sur la dimension de l'homme. Serigne Mountakha, c'est un mouride véridique. Quelqu'un qui a eu à suivre tous ses prédécesseurs et qui a eu à atteindre leur agrément. C'est un modèle de soumission, une valeur primordiale du mouridisme. Il fait partie de ceux qui ont aidé Serigne Bara à asseoir son khalifa. Parce que c'était l'ère des petits-fils. Serigne Bara l'a inauguré, ce n'était pas évident. Il est venu, il s'est agenouillé devant lui et il a fortifié son autorité. Il a fait de même avec Serigne Sidil Mokhtar et Dieu a fait qu'actuellement, c'est lui qui est aux commandes et il le mérite à plus d'un titre. C'est pourquoi il mérite la soumission de tout un chacun. Serigne Mountakha, c'est une autorité bienveillante, une autorité qui sait qu'il faut exercer son autorité avec un peu de pitié, si on peut parler ainsi. C'est pourquoi vous voyez qu'à Touba, il y a quelque chose qui est permis aux populations et qui n'est pas permis ailleurs, n'est-ce pas? Donc, mais nous autres mourides, c'est nous qui devons savoir raison garder à ne pas abuser de cette bienveillance que le khalife nous manifeste. Je crois que si on le fait, nous continuerons à bénéficier de sa protection. Parce qu'encore une fois, l'État du Sénégal manifeste beaucoup d'égards à la ville de Touba. L'État manifeste beaucoup d'égards à l'autorité du khalife. Donc, si on continue à respecter ce khalifa-là, nous pouvons davantage bénéficier de cette plus ou moins bienveillance au point de ne pas subir la rigueur de la loi étatique. Parce que nous savons tous, je donne un simple exemple, à Touba, si vous avez votre charrette, vous pouvez accéder à n'importe quel contrée. Vous pouvez travailler librement, gagner votre vie sans être inquiété. Les marchés aussi, il n'y a pas trop de rigueur dans les contributions qu'il faut faire sur le plan fiscal, de sorte que n'importe qui peut venir à Touba, aménager, accéder à un terrain, vivre, gagner de l'argent et vivre dignement. Tout cela, nous le devons à cette autorité bienveillante qu'il faut bien sauvegarder. Voilà, merci inspecteur. C'est un élément important, la bienveillance de cette autorité qui a quand même un impact dans même la configuration démographique et dans l'occupation des habitants de cette ville. Et j'espère que nous y reviendrons. Serigne Mansour, pour compléter l'inspecteur Ngom, j'espère que dans ce qu'il a dit, on sent que maintenant, à travers cette déclaration, mais à travers toute sa fonction, que le khalife est bien dans son rôle. Oui, il est dans son rôle, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je crois que c'est l'inspecteur Ngom en a assez dit par rapport au statut du Khalif, mais il faut également rappeler qu'il est un nom de fonction qu'il faut mettre en évidence. Ce nom de fonction, c'est ce que portent tous ceux qui ont eu à accéder au magistère du mouridisme, qui ont présidé au destin du mouridisme, et qu'on appelle Serigne Touba. Ils sont par ce fait le maître de Touba au moment où on parle. Et de ce point de vue, ils sont une voix autorisée et il y a en eux une responsabilité de sauvegarde par rapport à un héritage qui a été laissé par le Cheikh. L'ensemble de ces khalifs qui ont eu à présider au destiné du mouridisme, ils partagent un agenda unique. Cet agenda, c'est de bien surveiller cet héritage qui a été laissé par celui qui est en tout cas au début et à la fin de tout le processus, en l'occurrence Cheikhoul Khadim. Donc leur rôle, pour différents qu'ils puissent être, pour différents que puissent être les styles, ils partagent quelque chose qui est central et c'est cette responsabilité de, en tout cas, surveiller la ligne et de lui donner l'orientation qui s'y est par rapport à ce qui a été la préoccupation du Cheikh Ahmadou Bamba en édifiant cette ville. Ça, c'est la première chose. Il faut rappeler également que pour que l'individu ne se trompe pas dans la posture à avoir dans cette ville, qu'on se rappelle que Touba, c'est à l'image de la concession d'autrui. C'est la concession d'une personne. Et quand on est dans la concession d'autrui, la moindre des choses, la cohérence la moindre indique que l'individu doit au moins essayer de se conformer au bon vouloir de celui qui est à la tête de cette concession. Et Cheikhoul Khadim, en implantant cette ville, qu'on se rappelle qu'il y a à la base de l'implantation de chaque ville une motivation. La motivation que l'on a connue et qui a été à la base de l'implantation de cette ville et qui l'est aujourd'hui et qui continuera de l'être jusqu'à la fin des temps, c'est un lieu où il a invité les gens à venir s'installer pour partager avec lui la préoccupation qui est la seule pour lui, c'est d'adorer le Dieu. Parce que s'il y a une injonction unique par laquelle on doit résumer le sens ou bien la quintessence de l'être humain, du croyant ou du musulman tout court, mais c'est d'adorer Dieu et Dieu seul. S'il y a une chose dont il ne peut se départir, si on devait lui demander de choisir une seule chose, mais ce serait d'adorer le Dieu parce que c'est l'injonction qu'il a reçue. Dès lors, puisque le Cheikh a implanté cette ville pour que le musulman qui vient s'installer puisse se tirer d'affaire, puisse tirer son épingle du jeu, puisse en tout cas se consacrer à ce qui doit être sa préoccupation, mais il lui appartient de bouter d'or toute chose qui peut aller à l'encontre de cette préoccupation qui doit être celle du musulman. Donc il y a un besoin de rappeler à l'ordre tous ces gens qui sont là, installés à Touba. Chacun maintenant a une préoccupation en venant, mais on sait que s'il y a un appel et un seul, c'est celui que le Cheikh avait fait en disant « Ya Ahla Bari, Ya Ahla Bari, Ojo de Bari, Bahri Sakhay ». Il a appelé les gens vers le prophète qui est un océan de générosité et de ce point de vue, répondre à cet appel, c'est une reconnaissance tacite des règles qui régissent cette ville et celui qui s'installe doit le faire. S'il ne le fait pas, mais il s'attire, n'est-ce pas, la foudre de celui qui est le maître des lieux et c'est un devoir pour lui de rappeler à l'ordre. Et tous les prétextes, toutes les raisons, toutes les situations sont des prétextes pour rappeler cet agenda qui est à la base et à la fin, c'est d'adorer Dieu et Dieu seul dans cette ville. Merci beaucoup, Serigne Mansour. Je crois que je vais sauter sur l'appel que vous avez annoncé tout à l'heure. Nous avions dit tantôt que la ville sainte de Touba a été fondée en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba. Il était à la recherche d'un lieu, une terre où il voulait se consacrer à rendre un culte exclusif à son Seigneur Allah. Il a trouvé cette cité Touba. Mais il ne s'est pas limité à se procurer uniquement ses bienfaits. Mais vous l'avez dit, il a fait un appel. Il a appelé les gens de la terre ferme. Il a appelé les gens des océans pour venir à cet océan de générosité. Mais en fondant cette ville, il avait une préoccupation, un objectif. Les gens ont répondu à l'appel et aujourd'hui, il y a donc ce poids démographique qui a fait que l'occupation de Touba fait naître plusieurs paramètres. En parlant de scientifique, on va dire une équation à plusieurs paramètres. Mais la référence de départ, c'était la motivation donc, qui a motivé le Cheikh pour créer cette ville.
Monsieur le professeur, je voudrais qu'on revienne un peu donc sur cette motivation. Qu'est-ce qui a été la motivation de Cheikh Ahmadou Bamba en créant cette ville? Et quelle a été la considération qu'il a donnée à cette ville et comment doit-on la considérer? Salam alaikum. Merci beaucoup, Serigne Moussa. Je veux me mettre dans la même lignée de réflexion scientifique et humaine de l'inspecteur Cheikh Mamadou Ngom et de Serigne Mansour Seck. Une ville créée en 1888, nous sommes à la fin du 19e. Nous revenons à la fin du 19e et nous sommes où maintenant dans le monde et dans la géopolitique? Qu'est-ce qui se passe? En 1886, déjà, Bismarck avait déjà décidé avec les Allemands, depuis 1880, le partage du continent africain. Donc les premiers ruées dans ce partage pour l'exploitation des ressources naturelles que nous avons, pour l'exploitation du capital humain, allaient prendre son essor pour aller accompagner le développement de l'industrie naissante du 19e siècle en Europe et en Occident. Donc les Européens cherchaient à venir en Afrique, s'installer dans les comptoirs maritimes pour tirer les ressources de l'intérieur, de l'interland africain, vers les grandes capitales européennes. Serigne Touba a pris le sens contraire. Dans sa logique de libération de l'homme noir, dans sa logique de renaissance du noir africain dans son milieu, dans sa logique de rebâtir un nouveau type de disciple orienté vers la pratique soufie et la pratique musulmane pure, en dehors de toute influence, Serigne Touba ne regardait plus les côtes, ne regardait plus là où s'installaient les évangélistes, mais regardait l'intérieur du pays. Il est parti vers Mbafar, une forêt, la forêt de Mbafar, qui est aujourd'hui Touba, en 1888, et sa motivation était d'être dans un lieu unique, un lieu spécifique, un lieu où nous sommes à la rencontre de tous les bienfaits, nous sommes à la rencontre de toutes les sagesses connues de l'islam, nous sommes à la rencontre des pures connaissances et gnostiques de l'islam et du musulman. C'est là que Serigne Touba voulait se retirer avec des hyènes autour, avec des lions autour, avec des serpents autour. Il n'y avait aucune économie à développer et qu'on ne voyait. Il n'y avait aucune vie sociale à développer autour, si ce n'est que cet environnement spirituel que le Cheikh cherchait. La motivation première qui a créé la ville de Touba, dans sa quintessence, c'était un lieu de retraite spirituelle pour aller glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien que ça. Toute autre chose qui se passera maintenant, après, c'est dans le développement de la ville, avec les différents khalifats qui se sont succédés. Et en les analysant, il ne faut pas aller trop loin. Commençons par Cheikh Moustapha Kamal. Serigne Moustapha, donc, le Cheikh est parti en 27. Alors, il faut aller vers Touba pour ériger ce lieu dans lequel nous avons maintenant la terre de Cheikh Khadim. Il faut aller ériger la grande mosquée et développer. Et ce développement de la ville, à partir de la grande mosquée, allait rappeler à l'ordre l'ensemble des fils du Cheikh autour. Serigne Fallou, Serigne Bara, Serigne Saliou, tout le monde, ils sont venus autour de la mosquée. C'était les arrivants autour de cette mosquée qui avaient aussi des sites déjà découverts dans lesquels ils étaient en train de faire l'agriculture et le développement. Serigne Fallou Andindi, Serigne Modou Moustapha Tindodi, Serigne Bara à Mbacké Kadior, Serigne Abdou Borom Derbi à Darou Rahman à Ndok. C'est comme ça que ces enfants étaient. Mais il y avait un lieu de réunification qui était la ville de Touba lors des prières et lors des rencontres. Donc la fonction première est une fonction purement d'adoration de Dieu et de retraite spirituelle au départ. Mais quand nous sommes partis au deuxième califat avec Serigne Fallou, il a demandé à l'ensemble des mourides de venir célébrer dans les règles qui étaient dictées par le Cheikh du Grand Magal de Touba. C'est les premiers arrivés des mourides à Touba. Les gens commençaient à se réclamer de la ville de Touba. Et après, Serigne Abdoulaye est arrivé dans les années 80, il a fait appel et a agrandi. Et Serigne Abdoulaye, en agrandissant, a appelé l'ensemble de la communauté d'ici et d'ailleurs à venir vers Touba. Mais ces arrivées se sont succédées jusqu'à Serigne, n'est-ce pas, Serigne Sidi Mokhtar, jusqu'à aujourd'hui, le tenant du temple. Et nous sommes maintenant dans une ville qui n'est plus une ville autour de Touba, la communauté rurale de Ndam,
avec Kernyang à côté, mais c'est maintenant Touba qui est en train d'aller dans une conurbation avec Diourbel, qui est allé dans une conurbation avec Ndindi et Touba Bogo, qui est allé dans une conurbation avec Darou Mourti, qui est allé dans une conurbation avec Mbaké, qui a déjà englobé Mbaké maintenant. Donc la ville de Touba n'est plus une ville qui avait pour essence au départ et quintessence un lieu de relation. Les gens qui sont arrivés, en dehors de ses fils et des chefs qui étaient là, qui avaient compris cette dimension révérentielle, il y a maintenant les gens d'ailleurs et du monde qui sont arrivés à la quête économique, à la quête de l'activité sociale, à la quête des activités de gouvernance et environnementale, greffées à l'ensemble des problématiques que nous connaissons dans les grandes villes. Donc, quelque chose s'est greffé à ce qui était là, dans la quintessence, et c'est quelque chose qui s'est greffé. Dans les greffes, souvent, c'est difficile de faire naître les organes. C'est là la grande difficulté. Nous sommes en train de vouloir discuter de l'organe qui fonctionne avec une greffe là-dessus. Voilà. C'est ça la situation. Merci, professeur, pour cette belle analyse. Et à la fois, il y a une analyse, mais également un rappel historique. Et vous nous avez bien rappelé la motivation première de Cheikh Ahmadou Bamba en créant cette ville, qui est une ville foncièrement religieuse. Une ville créée pour exclusivement rendre grâce à Dieu, adorer notre Seigneur Allah et vivifier la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais comme vous l'avez décrit aussi, il y a une évolution. Cette ville a eu donc un développement fulgurant très rapide qui a fait que donc plusieurs profils se sont rencontrés. Mais toujours, ils ont trouvé un rempart sur place, un khalife général des Mourides qui à chaque fois s'engage dans la préservation du legs que Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué. Parce qu'ici à Touba, il a réalisé une œuvre immense et grandiose avec une protection inviolable. Inspecteur Ngom, à la suite du professeur Gaye, nous allons maintenant venir sur l'action des différents khalifes quant à la sauvegarde de cette honorabilité de la ville de Touba, parce qu'ils ont vraiment été des champions dans ce chantier jusqu'à aujourd'hui et qui est toujours un thème d'actualité. Merci Serigne Moussa. Je remercie le professeur Gaye qui, à la suite de Serigne Mansour, a bien campé le sujet en explicitant ce qui était au fondement de la création de la ville de Touba, qui est la piété, la crainte révérentielle en Allah. Parce que lorsque le cheikh venait ici, il avait déjà à côté son village natal, Mbaké Baol, qui était la terre de ses ancêtres. Mbaké, il y avait des terres là-bas, il pouvait continuer à aménager là-bas. Mais il a senti la nécessité d'aller fonder Darussalam. Mais quelque temps après, au bout de presque 2 ans, il a senti la nécessité. Bon, on parle de nécessité, mais il n'y a pas de nécessité. Lui, il agissait toujours sous le commandement d'Allah. C'est Dieu qui guidait ses pas. Et donc, l'ordre était venu de fonder la ville de Touba. Mais on doit rappeler que, sur le plan ésotérique, la ville de Touba était un trésor caché et qui était convoyé par tous les saints de la contrée. Il y en a d'ailleurs qui étaient à la recherche de Touba et qui étaient venus jusqu'aux environs pour chercher ce trésor qui était caché, mais à la fin, ils se sont rendus compte que cela ne leur était pas dévolu, que c'était la chasse gardée de quelqu'un d'autre. Et ils ont rebrouché chemin. Mais quand Dieu lui a fait savoir que ce trésor-là était le sien, le cheikh est venu en 1888 à fonder Touba. Mais le projet de départ, c'était très clair. Il voulait fonder un dara, c'est-à-dire qu'une terre qui jadis n'avait jamais appartenu à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important, parce que si on revisite la géographie des saints et des prophètes, on se rend compte qu'aucun d'entre eux n'avait fondé une ville exclusivement pour l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que vous prenez le prophète Mohammed, la Mecque, c'était sa ville natale. Il avait trouvé là-bas des mécréants. Mais par sa bonté et par sa grâce, il a transformé la Mecque pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Médine s'appelait Yasrib. Et il y avait des mécréants, il y avait des juifs là-bas. Mais le prophète est venu là-bas pour transformer la ville de Yasrib
à Madinatul Munawara, la ville qui est éclairée par la lumière prophétique. Mais pour le cas de Touba, depuis le début de l'humanité, ça n'a jamais abrité une population qui adore autre chose qu'Allah. Ça veut dire que les premiers occupants étaient venus exclusivement pour la face d'Allah. Le cheikh était venu accompagné de 17 personnes, 17 de ses disciples. Ils sont venus, ils ont aménagé ici. Quelque temps après, bon, parce que là où se trouve la grande mosquée, c'était un peu dans les environs, sa demeure. Quelque temps après, il a fondé Darou Khoudoss pour ses retraites spirituelles. Il a fondé Darou Rahman, là où la famille de Serigne Souhaïbou se trouve, pour y accueillir les marabouts, ça veut dire les hommes religieux, les morts, et un peu Darou Minam pour accueillir les gens du pouvoir temporel. Vous voyez le sens de l'organisation du cheikh. Et ces différentes demeures du cheikh sont devenues actuellement des quartiers de la ville. Maintenant, quand ses fils sont venus, ils ont compris la mission de départ du cheikh. D'abord, Serigne Modou Moustapha, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut rappeler que lui, il a toujours été ici. Parce que lorsque le cheikh était à Diourbel, lui, il l'avait laissé à Touba avec Serigne Massamba. C'est eux qui se chargeaient de l'éducation des disciples ici. Et Serigne Mbacké Bousso aussi, il tenait une grande université ici. Il a d'abord érigé, il s'est oublié, mais il a commencé par ériger la maison de Dieu, la grande mosquée de Touba, dans un contexte très difficile, dans un contexte de crise économique. On venait de sortir de la Première Guerre mondiale, les gens n'avaient pratiquement plus rien du tout, mais avec la détermination de Serigne Modou Moustapha, aidé des cheikhs et de ses jeunes frères, ils ont pu réaliser le démarrage de la grande mosquée de Touba. Ils ont pu avoir l'autorisation, était eu du vivant du cheikh, mais ils ont pu commencer les travaux pour donner une empreinte spirituelle à la ville. Donc, ériger d'abord une mosquée qui surplombe toutes les autres maisons. Ça, c'est très important. Il a continué aussi à éduquer les gens. Parce que la qualité d'une ville aussi, ce n'est pas les terres, la fertilité des sols. Ce n'est pas la nature plane des terres aussi. La qualité d'une ville, c'est les habitants qui l'habitent, la valeur de ceux qui l'habitent. Il avait compris ça, c'est pourquoi ils ont érigé des daara et ils ont commencé à former les gens dans le sens du respect strict du code de conduite qui sied de la ville. Serigne Modou Moustapha a réussi ça, il a déroulé sa mission et après Serigne Fallou est venu. Le professeur en a parlé tout à l'heure. Quand il est venu, il a joué sa partition, il a parachevé les travaux de la mosquée en l'inaugurant en 1963, mais il a appelé aussi très tôt les fidèles à venir à Touba. De sorte que Touba devient maintenant non plus un village qui abrite quelques populations, mais une ville qui doit accueillir des milliers de fidèles. Et jusqu'à présent, l'organisation de Touba, ce n'est pas pour l'habitation, pour les habitants, mais Touba est configuré pour le Grand Magal. Parce que vous voyez des rues de 30, de 50 mètres parfois, mais c'est en vue d'accueillir les fidèles lors du Grand Magal. Donc c'est le Grand Magal qui dicte à Touba son organisation sur le plan des lotissements et sur le plan architectural. Serigne Fallou a réussi sa mission et après, le grand bâtisseur est venu. Serigne Abdou Lahad, l'homme des chantiers, qui est venu, qui s'est inspiré de la vision du cheikh, qui a compris que si le mouridisme s'agrandit, on ne pourra plus continuer à éduquer les gens dans de petits daara comme ça, mais il a eu le flair de penser à un projet d'une université. Donc, cette logique-là est toujours, le fil conducteur, c'est toujours la formation de l'homme, de l'individu, l'éducation des masses pour le respect de ce qui a sous-tendu à la création, à l'origine de la ville. Il a créé la bibliothèque
il a édité beaucoup d'ouvrages du cheikh et des compagnons du cheikh. J'ai parlé de la construction de l'université de Touba. Il a agrandi la ville, il a appelé les gens, il a fait des lotissements, il a donné des parcelles aux Mourides. Et après cela, Serigne Saliou aussi est venu. Il ne parlait pas beaucoup, mais il agissait. Le projet de construction de l'humain continue. C'est-à-dire que les daara de Khelcom. Donc il travaillait, il faisait travailler les gens pour les éduquer. Mais aussi, nous rappelons qu'il a donné plus de 10 milliards à Abdoulaye Wade pour la modernisation de la ville de Touba. Lui aussi, il a joué sa partition. Après cela, c'était l'ère des petits-fils avec Serigne Bara, qui a continué les chantiers et même terminé les chantiers de Serigne Saliou. Il y a Cheikh Sidil Mokhtar qui est venu, qui a augmenté, qui a rénové un peu la grande mosquée de Touba. Et actuellement, c'est Serigne Mountakha qui est aux commandes et qui, dès qu'il a accédé au Khalifa, relance les travaux de l'université. Et presque c'est une université qui est en finition actuellement, qui pourra peut-être incessamment accueillir des étudiants. Vous voyez qu'il y a une certaine logique. C'est pourquoi, moi je dis qu'au début, avant Serigne Abdou Lahad, aucun calife n'a parlé expressément d'interdit. C'est-à-dire que c'est à partir de Serigne Abdou Lahad qu'on a fait un document pour dire que tel acte et tel autre acte sont interdits dans la ville de Touba. Parce que le professeur l'a dit, c'est à cette époque qu'a commencé l'affluence des gens venus d'ailleurs avec leurs habitudes, avec leur éducation, qui viennent aménager à Touba parce que quelque part, il y a une activité économique qui commençait à se développer et des gens sont venus avec des objectifs qui sont parfois différents de l'objectif originel de la fondation de la ville. Et là, les problèmes ont commencé à naître. Et quand un problème naît, on doit penser à lui trouver une solution. Et naturellement, Serigne Abdou Lahad, on lui connaît une certaine poigne quand même, mais il a été d'une main de maître, il a trouvé la solution. Et c'est sous son khalifa qu'on a eu la première gendarmerie à Touba. Et ça continue. Peut-être que c'est un point qu'on va aborder avec le rôle des autorités administratives. Voilà. Mais je crois que, pour résumer, les khalifes ont joué leur partition pour la défense de l'honorabilité de la ville de Touba. Voilà, merci beaucoup, inspecteur. Et je crois que pour cette partition qu'ils ont jouée, je retiendrai un trait commun. Ils ont tous œuvré pour l'éducation. Ils ont travaillé sur l'humain, la formation. Et sur ce plan, Serigne Mansour, je pense que les khalifes ont travaillé sur un projet commun. Ce projet de Cheikh Ahmadou Bamba par rapport à la ville, par rapport aux disciples. Donc, dans ce projet, Cheikh Ahmadou Bamba a clairement défini le profil, mais aussi le code de conduite que doit avoir l'habitant de Touba. Merci Serigne Moussa, merci également à l'inspecteur Ngom, après bien sûr le professeur Mamadou Gaye. Ce qu'il faut mettre en évidence, c'est d'abord qu'il y a une belle continuité dans l'œuvre des différents khalifes. On parle d'un État qui serait une continuité, mais mieux que quiconque, l'islam a très tôt enseigné que cette trajectoire que les musulmans doivent suivre, derrière un guide, ne peut se faire que dans la continuité. Et c'est pourquoi tous ces khalifes, ils n'ont eu autre option que de s'inscrire dans la foulée de leurs prédécesseurs. Parce que quand on remonte le fil, on va directement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, parce que le cheikh lui-même n'a revendiqué autre chose que d'être un moudjadid, quelqu'un qui vient revivifier l'héritage laissé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'islam est un et indivisible, c'est un même message. Et le levier sur lequel l'islam s'est le plus souvent appuyé, c'est la qualité des ressources humaines. La qualité des ressources humaines exige une formation et tout projet de vie a un profil d'homme à former. Et ce profil d'homme, il faut pour s'en convaincre retourner et convoquer Matlaboul Fawzeyni. Quand le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké
a fait ce tri et ce choix de quelques vers de cette ode écrite par Cheikh Ahmadou Bamba, et à l'endroit de laquelle cette ode, il disait que ce qui est prodigieux, toute demande expresse que le Cheikh a faite dans cette production, notre Seigneur a accédé à l'ensemble de ces demandes. Et quand on regarde la manière dont le Cheikh a trié, il a trié sur le volet quelques vers, mais il y a une cohérence, n'est-ce pas, qui coule de source. Il aborde d'abord, il s'adresse donc, n'est-ce pas, au Seigneur, disant « Ô toi le maître, le gardien vigilant, toi qui veilles sur les sept cieux, etc. » Et ensuite, la première demande qu'il a faite à Dieu le Très-Haut, « À toi je confie les soins de ma propre garde, de la prise en main de ma religion, des miens, de mes fils, de ma demeure, la cité de Béni Touba, et ce à jamais. » Donc, s'il y a une préoccupation, s'il s'est installé dans cette ville, c'est que Dieu puisse en tout cas prendre en charge pour lui ce qu'il y avait de plus précieux, c'est sa religion. Ensuite, il ajoute le principal, en tout cas, besoin qu'il a éprouvé et qu'il a demandé. Ô toi, mon Seigneur, assimile ma demeure, la cité bénie de Touba, à son nom par la grâce de l'envoyer. Et comme pour éclairer davantage, alors quel est cet homonyme qu'il demande pour Touba? Il dit, fais de ma demeure, la cité bénie de Touba, le paradis du fidèle, qui s'est confié pour la simple face de Dieu et s'est engagé dans la quête de l'absolu. Et qu'est-ce qu'il ne voulait pas que cette terre soit? Fait que la cité bénie de Touba soit un rempart qui entrave et détourne le rebelle. Donc il y a cette dualité qui a été très tôt mise en exergue par le Cheikh pour montrer que s'il est arrivé à Touba, s'il s'est installé dans ces lieux, mais on ne saurait être plus royaliste que le roi, lui, la demande expresse qu'il avait faite, s'il y a une préoccupation qui doit faire courir le musulman ici-bas, mais c'est de pouvoir gagner sa place au paradis. On peut faire tous les chemins détournés, mais s'il y a une demande et une seule, s'il y a quelque chose qu'il considère comme la chose la plus riche pour lui, mais c'est de pouvoir gagner au paradis. Maintenant, il faut une stratégie, il faut poser des actes, il faut des stratégies pour que l'individu puisse arriver à ses fins. L'éducation est dans ce sens central. Mettre en œuvre une ville où les gens n'auront pas d'entrave pour adorer, parce que la condition sine qua non pour pouvoir espérer, je dis, parce qu'il n'y a pas de rapport logique ou bien direct ou une conséquence directe entre œuvrer et atteindre le paradis. Il faut le faire, c'est vrai, mais il faut le faire en espérant la mansuétude et la miséricorde de notre Seigneur. Mais s'il faut trouver un prétexte pour l'espérer, c'est d'adorer Dieu le Très-Haut. Il disait que si je suis venu à Touba, c'est pour fuir les gens et fuir ce qu'il y a entre leurs mains. Tout ce qui peut être une entrave pour atteindre cela, mais c'est pourquoi j'ai quitté. Donc le Cheikh a laissé un héritage écrit, au-delà maintenant de l'enseignement et de la formation qu'il a faite aux premiers disciples qui ont été les pionniers. Si ces khalifes donc sont inscrits dans cette trajectoire, mais c'est une trajectoire qui ne fait qu'épouser ce que le Cheikh a laissé comme héritage. Touba a beau rassembler, c'est vrai que cerise sur le gâteau, Touba est devenu aujourd'hui un lieu qui accapare en tout cas toutes les commodités, parce que le vénéré Cheikh Abdoulaye Mbacké, on se rappelle ce propos révolutionnaire qu'il avait dit, qui avait forcé, n'est-ce pas, tous les esprits quand il disait qu'il arrivera un moment où ce que les gens vont chercher à Dakar ou à Saint-Louis, ils viennent de rechercher à Touba. On sait bien que ce n'était pas la spiritualité, on sait bien que ce n'était pas un message islamique qu'on va chercher à Dakar ou à Saint-Louis, mais c'était toutes ces commodités qui vont de pair avec un établissement humain. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais en réalité, Touba est déjà une agglomération, un lieu qui a été implanté pour former un profil. Parce que pour un profil d'homme à former, il y a le message qu'on doit transmettre, il y a les curricula qu'on doit transmettre, mais il y a un environnement qui est adéquat et c'est cet environnement que le Cheikh a pu avoir, en tout cas, la possibilité de faire. Et on sait que nul n'aurait pu le revendiquer parce que Touba fait partie de cette thèse, de cette thèse exceptionnelle qui n'ont jamais appartenu à ces royaumes traditionnels que comptait le Sénégal. Pour dire donc que, en réalité, l'objectif du Cheikh, c'était de former un type d'homme, c'était une richesse sur le plan des ressources humaines, et cela, il y a deux choses incontournables pour le faire. Il faut des hommes ferrés, dignes de ce nom pour enseigner, mais il faut également un territoire, un espace où rien ne pourra entraver cette formation. C'est pourquoi la trajectoire de ces khalifes a toujours été la même, depuis Seigneur Moustapha jusqu'à l'actuel Arif,
puisse Dieu lui accorder une longue vie et une santé de fer. Merci Serigne Mansour. Je crois que c'est une synthèse formidable. Merci inspecteur, merci monsieur le professeur Gueye. Je pense que vous nous avez rappelé la motivation première qui a animé Cheikh Ahmadou Bamba en fondant cette ville. Vous nous avez aussi rappelé le projet de Cheikh Ahmadou Bamba pour former des hommes avec un profil spirituel. Mais vous nous avez également rappelé le rôle fondamental que les khalifes ont joué pour la sauvegarde de ce patrimoine immense que le Cheikh nous a légué. Et tout à l'heure, avant donc d'entamer à la deuxième partie de cette émission, nous allons, avec la complicité de la régie, suivre une chronique de Abdoulaye Sagnan sur la cité bénite de Touba pour aborder cette deuxième partie de l'émission. Si l'élément est prêt, la régie. Toute la terre appartient à Dieu, mais il a par sa volonté érigé certains lieux qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire et bénéficient par la même occasion de sa miséricorde exceptionnelle. Touba, une ville qui n'est le carrefour d'aucune caravane, comme le fut la Mecque dans le Hijaz. Une ville qui n'est traversée ni par un cours d'eau, ni par une voie de communication importante. Touba, une ville religieuse du couchant, le Maghreb. Une ville du centre-ouest du Sénégal, appartenant au terroir traditionnel du Bawol, actuelle région de Diourbel. Touba, le sanctuaire du mouridisme, situé à 196 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Touba, une ville religieuse, un centre spirituel qui est le facteur de mobilisation d'une très grande masse de croyants pour rendre en commun un culte sincère à la puissance divine. Fait de ma demeure la cité bénite de Touba, le bastion de l'obéissance à Dieu et du respect de la coutume sacrée de l'envoyé, paix et bénédiction sur lui. Fait de ma demeure la cité bénite de Touba, un centre académique, un lieu favorable à l'ouverture d'esprit et à des méditations saines. Et fait de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu où on sort des ténèbres pour entrer dans la lumière. Protège cette cité du disgracié qui s'est rebellé à Dieu et qui a porté préjudice à son prochain. Cheikh Ahmadou Bamba Dixit. Une ville fondée pour adorer exclusivement le maître de la création. Une ville sans alcool, sans tabac, sans casino. Une ville sans bidonville. Préserve ma demeure la cité bénite de Touba des crapuleux et de leurs machinations. Protège ma demeure la cité bénite de Touba contre la luxure grossière des mécréants et l'inconduite des croyants. Et exempte-la de la vanité et en toute période. Touba harasahallah. Une ville sous la protection du Seigneur. Celui qui l'honore en tirera les meilleurs profits. Celui qui par contre porte atteinte à son honorabilité rencontrera à coup sûr son Seigneur. Que Dieu nous en préserve. Voilà, que Dieu nous en préserve. Je crois que, professeur, cette chronique a corroboré tous les développements que vous avez fait tout à l'heure. Donc dans le cadre du rappel de la motivation du projet de Cheikh Ahmadou Bamba pour cette ville. Mais le Cheikh a écrit et nous avons entendu quelques extraits de vers. Nous avons aussi entendu quelques récits que vous avez faits sur le plan historique. Le Cheikh a écrit, il a vécu, il nous a donné l'exemple. Les khalifes également, ils ont joué leur rôle, leur partition, avec une détermination sans faille pour préserver ce legs. Et récemment, l'actuel khalife Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, le 3 juillet dernier, avait même fait une déclaration pour rappeler ces interdits dont l'inspecteur Ngom avait rappelé avec la lettre de Serigne Abdoulaye Mbacké. Certainement, nous y reviendrons avec les responsabilités. Mais malgré tout, c'est comme si les gens ont oublié. Ou bien peut-être ils se sont entêtés. Ou bien, que s'est-il passé pour que, au lieu d'avoir ce profil de l'habitant de Touba, des populations, ou bien ceux qui ignorent, comme l'a dit le khalife, parce qu'il y en a qui savent, qui se cramponnent aux recommandations du Cheikh, mais il y en a qui peut-être qui sont des ignorants, ou bien peut-être qui ont oublié, et qui sont allés jusqu'à avoir un comportement, j'allais même dire d'insolence, parce que quand nous reprenons les propos du khalife, il a parlé d'un comportement vraiment qui est irrespectueux. Qu'est-ce qui a fait que les gens, malgré tout ce que le Cheikh a dit sur ce projet-là, malgré les rôles qu'ont joué les khalifes, malgré tout cela, les gens ne parviennent pas, ou bien certains continuent à ne pas montrer ce profil qu'il faut pour donner à Touba la véritable considération qu'ici. Merci beaucoup, Serigne Moussa. Je tiens à remercier vivement
les condisciples que nous avons sur ces plateaux-là, l'inspecteur Ngom, Serigne Mansour Seck, les apprentissages que nous avons tirés en moins de quelques minutes nous amènent à ce qu'on appelle en science une triangulation des informations. Il faut partir de la théorie, regarder ce qui s'est fait en pratique et tirer un savoir. Nous sommes sur un territoire. Nous sommes sur un territoire et le territoire s'appelle Touba. Un territoire a des réalités. Un territoire a 4 réalités incontournables. Une réalité socio-culturelle qui est toujours là, avec l'identité du mouride, l'identité et son comportement dans la tarbiya et la tarqiya, obligatoire. Mais aussi nous avons le territoire dans sa vision environnementale, dans sa vision écologique, les ressources naturelles qui sont là-dedans et les possibilités que ça offre. Mais aussi un territoire avec des aspects économiques. Ça, c'est globalement un territoire dans ces 3 volets-là. Et au centre de ces 3, il y a une fonction transversale qui s'appelle la gouvernance du territoire. Quand vous regardez les sciences maintenant, les sciences du territoire, il y a 3 grandes pensées qui sont connues maintenant au niveau mondial. La pensée centre-périphérie, que des lieux secrets et aux environs d'autres choses se greffent à ce centre-là. D'où les grandes capitales et les villes secondaires autour. Dakar et le reste du Sénégal. Mais pourquoi le reste du Sénégal? Parce que Dakar a pris toutes les fonctions administratives, a pris toutes les fonctions économiques, toutes les fonctions judiciaires, toutes les fonctions sanitaires, les grands hôpitaux et tout. Et le reste du Sénégal. Mais on voit dans le début du XXIe siècle une ville qui sort, une primale qui sort, deuxième primale qui sort, qui s'appelle Touba. Qui a des fonctions fortes en économie, des fonctions fortes socio-culturelles et religieuses, des fonctions fortes dans l'environnement et avec une gouvernance différente. C'est là qu'il faut questionner la chose. Une gouvernance différente. La gouvernance de Touba n'est pas la gouvernance urbaine connue. C'est la gouvernance selon la philosophie du Cheikh. Une personne disciplinée, une personne à la quête du savoir, une personne à la quête de la quintessence spirituelle dans la révérence, une personne qui est à la recherche de la soumission divine, une personne qui est en dehors de tout ce qui est activité économique et environnementale, mais orientée vers la religion musulmane. C'était ça. Donc, toute gouvernance autour du calife, avec l'ensemble des cheikhs, avec l'ensemble des petits-fils, doit être une gouvernance orientée vers la motivation première de la ville de Touba. Mais malheureusement, comme toute ville dans le monde, dès que la ville sort pour être une primale, il y a l'arrivée d'activités économiques, le transport, automatiquement les banques, les investissements, le développement de la machinerie agricole et tous les éléments qui se greffent autour. Mais ici aussi, ça ne va pas se limiter à ça. L'ensemble des questions environnementales, l'assainissement du cadre de vie, les eaux usées, les ordures ménagères, tout un ensemble de questions qui se greffent à toute ville. Comparons Montréal à Touba. Montréal est une ville qui n'a rien à envier à New York. C'est une grande ville dans laquelle j'ai vécu et qui n'est pas plus vieille que Touba que de 100 et quelques années. De la création de la forêt de Mbafar, l'arrivée du Cheikh en 1888, à Serigne Abdoulaye Mbacké en 1989, 100 ans. 100 ans. 1800, 1900, 88, 89, 100 ans. Et il renouvelle le pacte d'allégeance à la ville de Touba par rapport à la sainteté, par rapport à la révérence, par rapport à l'ensemble des éléments, surtout l'éducation sur l'homme, sur l'humain, la perspective humaine. Serigne Touba, dans la quintessence, est une perspective humaine. Ce n'est pas une perspective écologique, ce n'est pas une perspective économique, c'est une perspective humaine. L'homme sur l'infrastructure, la terre, mais l'homme aussi dans son environnement. Mais cet homme éduqué, cet homme qui a les compétences d'agir, mais de manière idoine et qui respecte l'ensemble des valeurs islamiques données. Donc, aujourd'hui, la ville de Touba est arrivée à un point où il y a la rencontre entre la motivation première portée par le calife et par les anciens khalifes et leurs familles, et les motivations qui viennent d'ailleurs, qui sont des motivations économiques, de développer son transport, de développer son commerce, de développer ses banques, et qui ne se collent pas avec ce que les gens recherchaient au départ. Donc, il faut un pacte, il faut une charte de l'habitant de Touba. Il faut un pacte maintenant. Pour habiter à Touba, ce n'est pas parce que je me dis que je suis mouride, je viens à Touba. Non, Serigne Atou Diagne, avec l'ensemble des spécialistes que vous êtes, écrivons cette charte et disons, si vous ne respectez pas ces conditions-là, même si vous êtes une personne qui veut investir, qui veut développer, Touba vous rejette, parce que ce n'est pas ce que nous cherchons. Une maison,
c'est pas Touba. Une maison un sanctuaire de banditisme, c'est pas Touba. Une maison d'alcool, c'est pas Touba. Oui, je veux développer l'approche de compréhension de l'être humain dans les sciences islamiques. Ah, c'est Touba. Je veux me mettre dans le siège de l'écoute attentive et du respect des principes de vie à Touba. Je dois m'habiller d'une certaine manière. Je dois me comporter d'une certaine manière. Je dois avoir une certaine des valeurs et des principes. Donc, des cours qui sont là, comme quelqu'un qui va aller aux États-Unis pour prendre le passeport vert, comme quelqu'un qui va aller en France et prendre le passeport français, comme quelqu'un qui va aller au Canada prendre le passeport, vous passez par ce qu'on appelle les services d'immigration, où on met devant vous une charte et on vous dit est-ce que vous allez signer le pacte qui est là pour être un habitant. C'est parce que Touba n'a pas eu à concevoir cette charte-là que quiconque peut arriver et pense qu'il est chez lui. Or, il n'est pas chez lui parce que la motivation première est déjà laissée de côté. Il nous faut donc questionner quel type de gouvernance qui va accompagner le califat dans la mission première pour amener Touba dans sa quintessence, tout en étant une ville de développement, comme Médine, comme la Mecque, comme tout le monde, mais avec le respect des lois musulmanes, avec le respect de la charia, avec le respect de tout ce qui a été acquis, parce que Serigne Touba l'a acquis dans Matlaboul Fawzeyni. Il l'a acquis. Merci professeur, il l'a acquis. Et Cheikh Abdoulaye Mbacké l'avait dit, tout ce qu'il avait écrit dans Matlaboul Fawzeyni et qu'il l'avait demandé à notre Seigneur Allah, il l'a acquis. Merci professeur pour ces développements. Inspecteur Ngom, je crois que l'inspecteur nous a rappelé que quelle que soit l'affluence, quels que soient les types d'individus, quelles que soient les activités qui se développent dans cette ville, on doit toujours savoir qu'elle est d'abord une ville religieuse. Mais une ville religieuse à fonction plurielle. Parce que les gens ont répondu à l'appel. Il y a eu une forte poussée démographique. Donc, il faudrait qu'il y ait des commodités dans cette ville pour que les gens puissent y vivre avec leur bien-être. Mais ces commodités ne doivent pas nous faire oublier la fonction première. Et pour cela, chacun d'entre nous doit jouer un rôle. Donc il y a des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives au niveau des entités religieuses, administratives, etc. Maintenant, nous allons aborder donc cette partie-là, les responsabilités individuelles et collectives pour sauvegarder l'honorabilité de la ville sainte de Touba. Inspecteur Ngom. Merci Serigne Moussa, merci professeur de la pertinence du propos. Je crois que la problématique n'est pas récente. On a eu à fonder une ville juste pour l'adoration de Dieu. Mais chemin faisant, beaucoup d'autres éléments viennent se greffer au noyau et ça donne une entité qui pose problème. Parce que quoi qu'on puisse dire, actuellement, il y a problème parce qu'on observe des choses qui sont impropres, qu'on ne peut pas accepter dans la ville de Touba. J'ai eu à partager un plateau avec Moustapha Diakhaté. À l'époque, on avait posé les mêmes problèmes. On discutait du rapport de Safinatul Aman qui avait saisi beaucoup de choses qui étaient interdites à Touba. Des cassettes pornographiques, des ballons de football, du tabac, quelque chose comme ça. À l'époque, je disais que tout ce que nous avons dit ne signifie pas que Touba, en quelque sorte, en termes de débauche, en a plus que les autres villes. Ça aussi, c'est une précision qu'il faut faire. C'est parce que Touba est à l'image de quelqu'un qui a un habit tout blanc, à côté de quelqu'un d'autre qui porte un habit noir sombre. Celui qui porte un habit tout blanc doit savoir que n'importe quelle tache sera plus visible par rapport à celui qui est à côté et qui porte un habit tout noir. Ça aussi, c'est une précision de taille qu'il faut faire. Il n'y a pas plus de débauche ici qu'ailleurs. Il y a moins de débauche parce que, rappelons que Touba, c'est une ville sans tabac. On ne verra jamais quelqu'un tenir une cigarette dans les rues de Touba. Je ne dis pas que personne ne le fait, mais si on le fait, on se cache. De toute façon, on ne verra jamais quelqu'un fumer publiquement à Touba. On ne verra jamais de casino à Touba. Pas de maison de passe, pas de terrain de football. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut dénoncer ailleurs et qui n'existent pas à Touba. Mais il y a quand même,
quelques gens, quelques récalcitrants qui outrepassent les interdits. Mais à ces gens-là, il faut dire un peu, il faut les rappeler à la raison. C'est tout juste ce qui explique le discours du calife et ce plateau de télé. Maintenant, les responsabilités individuelles. Je crois que, généralement, pour habiter Touba, on doit être imbu d'un certain nombre de valeurs, en termes des valeurs de vivre ensemble. Je ne dis pas qu'il faut être musulman, mouride pour habiter Touba. Il y a des fonctionnaires qui viennent. Moi, je connais des chrétiens qui ont été affectés à Touba, mais qui, ensemble, avec leurs collègues de travail, vont aux ziyaras du khalife général, en respectant toutes les règles de bienséance qui s'y est en termes de ziyara. Vous voyez que donc, il suffit de respecter un code de conduite pour pouvoir élire domicile à Touba. Touba, c'est une ville religieuse. Et le Coran consacre des terres qui sont saintes. Ça, je crois que le prophète Moussa, quand il allait dans la vallée, Dieu lui-même lui a donné l'injonction d'enlever ses chaussures parce qu'il était dans une vallée qui était dotée de sainteté. Donc, une terre sainte, ça demande un certain nombre de comportements. Ça, c'est une injonction divine qui avait été faite au prophète Moussa alayhi salam. La Mecque, c'est une terre comme toutes les autres terres. Mais c'est parce que quelque part, Dieu a choisi le prophète et qu'il est né là-bas que la Mecque a le statut qu'on lui connaît aujourd'hui. Médine de même. Donc, Touba aussi fait partie de ces contrées qui ont la bénédiction de Dieu, qui sont choisies par Dieu. Donc, si quelqu'un décide de venir à Touba, il doit savoir qu'il y a des exigences qu'il faut avoir. L'endroit qui abrite une mosquée, mais c'est l'intention qui le différencie d'un autre endroit qui abrite des toilettes. Mais une fois qu'on a l'intention d'ériger une mosquée quelque part, automatiquement, quand on y entre, mais il y a des exigences qu'il faut respecter. Il faut faire ses ablutions, il faut avoir une certaine tenue. Quand on y entre, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Pourtant, ce même endroit pouvait, avant cette intention-là, abriter des toilettes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'intention qui guide toujours les actions. Et on a parlé de l'intention qui a prévalu à la fondation de la ville de Touba. Donc, celui qui vient aussi doit être imbu de ces valeurs-là, de ces valeurs de respect de l'orthodoxie islamique, parce que lui-même le dit. Parce que vous avez parlé de plan directeur, d'une charte. Mais je crois que la charte, peut-être, de façon implicite, la charte existe. Matlabul Fawzayni, c'est la charte de l'habitant de Touba. Peut-être que ça n'a pas été bien vulgarisé. On pouvait traduire ça. C'est déjà traduit en français. Il y a beaucoup de discours autour de ce khassida en Wolof. Mais quand le cheikh dit « Fais de ma demeure la cité bénite de Touba un lieu d'attirance des vertus, d'honorabilité et d'attirance des bienfaits, et un lieu qui préserve du mal et écarte le préjudice. Fais de ma demeure la cité bénite de Touba un lieu où l'on s'évertue à suivre la voie d'Allah et à éviter de suivre les consignes de Satan, le scélérat. Fais de ma demeure la cité bénite de Touba un lieu de sanctification, un temple de vérité, de respect de l'orthodoxie et une cité du respect des préceptes traditionnels et un lieu contre l'hérésie. Je crois que c'est déjà clair. Celui qui élit domicile à Touba doit être imbu de toutes ces vertus-là et éviter de véhiculer des contre-valeurs que le cheikh rejette dans ce khassida. Je crois que c'est suffisamment clair. Et maintenant,
moi je suis un peu sociologue de formation. Il y a Durkheim qui dit que le crime est normal. Dans l'introduction aux règles de la méthode sociologique, il dit que le crime est tout à fait normal. Ça veut dire que même le prophète, lorsqu'il était à la Mecque, il y avait des gens qui contrevenaient à ses recommandations. À Médine, il y avait des gens qui contrevenaient aux recommandations du prophète. Ici aussi, on ne peut pas avoir une société humaine parfaite où il n'y aurait jamais, pas du tout de transgression. Ça ne peut pas exister. Mais autant il dit que le crime est normal, il dit à côté que la sanction aussi est tout aussi normale parce que c'est la sanction qui compense le crime. C'est pourquoi le propos du khalife est très clair. La sanction sur le plan ésotérique est très facile, il le dit. Sur le plan tibatine, il a dit, sur le plan ésotérique, la sanction peut être très facile. Mais sur le plan purement explicite aussi, du point de vue du droit positif aussi, la sanction est possible et est à portée de main. C'est pourquoi j'ai rappelé dans mon propos liminaire de cette autorité bienveillante qu'incarne le khalife et qui fait que les gens en abusent au point d'avoir un certain nombre de comportements. Mais il faut qu'on sache qu'il est bien possible de sévir et quand on sévit, l'ordre sera rétabli. Je crois que c'était un peu ça par rapport Merci, inspecteur. à cette question. Je crois que Seyid Mansour, comme l'inspecteur l'a rappelé, la charte de l'habitant de Touba est très claire parce que le projet est clairement défini par le cheikh lui-même dans Matlabul Fawzayni. Les khalifes également ont toujours rappelé ce projet, rappelé ce profil, mais malgré tout, comme on l'a dit le professeur également, on voit toujours cette situation des gens qui tentent à désacraliser l'honorabilité de cette ville, comme le khalife d'ailleurs l'a dit dans le discours, et inspecteur Ngom l'a rappelé, le khalife a fait des mises en garde. Donc, il y a des conséquences pour celui qui tente de désacraliser l'honorabilité de la ville sainte de Touba. Quels sont ces risques et ces conséquences, Serigne Mansour? Voyez-vous, Serigne Moussa, il y a le liminaire, le propos sur lequel s'ouvre la loi civile, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Je crois que c'est la première déclaration sur laquelle tout le monde est d'accord. De sorte que, devant un fait délictueux, nul ne peut arguer le fait qu'il ignorait ce qui est en rapport avec tel ou tel acte qu'il a posé et qui mérite aujourd'hui sanction. De la même manière, les khalifes de Cheikhoul Khadim, leur agenda, j'ai dit dans mes propos antérieurs qu'ils ont un agenda qui vient se greffer avec ce que le cheikh lui-même a laissé à la postérité. Et ce qu'il laisse s'emboîte harmonieusement avec la dernière déclaration que le vénéré prophète avait faite sur le mont Arafat. S'il y a un legs qu'il a laissé à l'humanité, aux croyants particulièrement, c'est ces déclarations qu'il avait faites, ces déclarations qui aujourd'hui sont la base de toutes ces chartes, n'est-ce pas, qui pullulent, n'est-ce pas, dans toutes les déclarations qui sont faites. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Les biens et la vie des gens sont sacrés. Vous voyez, toutes ces déclarations qui sont à la base de toute loi qui est digne de ce nom. Je veux dire simplement que aujourd'hui, ce que le vénéré khalife a posé comme déclaration, mais il a fait une déclaration révolutionnaire très forte quand il a dit que ceux qui veulent s'engager dans le droit chemin, ceux qui veulent être dans le droit chemin, qu'ils me regardent moi. Donc cela veut dire que lui, il est la légitimité même de ce legs qui a été laissé par le vénéré Cheikh Khadim. Ça, c'est d'un. Il faut dire également qu'il y a une tendance fâcheuse des êtres humains à une accoutumance devant l'absence de sanctions. Et il y a aussi le fait qu'il y a cette réalité des réseaux sociaux, il y a toutes ces ingérences qui viennent et qui tronquent l'esprit et la manière de voir des gens. Et ces gens qui sont venus, n'est-ce pas, pour autre chose que ce qui était à la base. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, le professeur Gaye, quand Touba, à la base, il n'y a pas de confusion possible,
il n'y a pas d'ambiguïté possible. À la base de l'implantation de cette ville, il y avait l'adoration de Dieu et l'adoration seule. Et tout ce qui pouvait être un adjuvant pour faciliter cela, ce sont ces actes que le cheikh a posés. Mais par la suite, il y a eu des gens qui sont venus, n'est-ce pas, amenés par la vague et qui ont des préoccupations autres que ce qui est à la base de la fondation de sa ville. Mais qu'on sache que cette charte, elle est tacite. Ce pacte de l'habitat du droit, c'est un pacte tacite. Parce que quand on vient s'installer à Touba, alors qu'il y a plusieurs lieux où on aurait pu s'installer, on vient s'installer à Touba, cela veut dire que de manière tacite, on reconnaît ou bien on adhère à toutes ces dispositions qui ont été prises pour le bon fonctionnement de cette ville. Dès lors, il y a un besoin maintenant de faire un rappel, et le Khalif, je crois, il est dans ce rôle, il l'a toujours été. Quand le Cheikh Abdoulahad Mbacké a, pour la première fois, amené, n'est-ce pas, installé une brigade de gendarmerie à Touba, les gens avaient crié au scandale, n'est-ce pas, les gens étaient montés sur leurs grands chevaux, on a crié sur tous les toits que c'est une chose inadmissible. Alors que le Khalif, c'était l'acte, le levier qu'il fallait actionner pour pousser les gens dans cette droiture. Parce que les gens, comme disent les Wolofs, il y en a qui ignorent, qui connaissent Dieu, mais il y en a qui l'ignorent royalement et ne connaissent que le bâton. Ils ignorent la carotte, ils connaissent le bâton. Et le cheikh avait en ligne de mire cette préoccupation qu'il avait en tant que représentant de Cheikh Khadim, quelqu'un qui voulait réussir vaille que vaille cette mission. Depuis lors, il n'y a plus de confusion dans ce sens. Les gens en font à leur tête, mais ils savent qu'il y a des choses qui, dans cette ville, sont impropres, sont irrecevables parce que c'est en porte-à-faux avec le statut de la ville. C'est dire que le Khalif, s'il monte au créneau et dès qu'il lève le petit doigt, tout se tasse. Tout arrête et les gens le savent. Il y a donc, de ce point de vue, une responsabilité collective, c'est vrai. Mais ce qui est surtout déterminant, c'est la responsabilité individuelle que chacun a. Chaque personne, en ce qui le concerne, est d'abord un chef de famille. S'il n'est pas un chef de famille, c'est un singleton, c'est un électron libre, mais qui a la charge d'être à cheval sur ce que le cheikh a donné comme recommandation. Et dès lors, s'il s'attelle à cela, mais sans le savoir, il est en train de donner une touche ou bien une influence heureuse vers d'autres. Mais si chacun, évidemment, en fait à sa tête, mais c'est un mal qui gangrène, malheureusement. Heureusement qu'on sait que ce sont quelques brebis galeuses qui sont là pour semer le trouble et qui, dans leur sillage, emportent des gens qui sont aussi détournés qu'eux. Mais en grande majorité, ceux qui sont partis de leur lieu, qui ont émigré de leur lieu et qui sont venus s'installer à Touba, ils ont très tôt compris que celui qui prend en haute considération une enceinte de Dieu, mais il ne le fait que pour lui. Mais s'il s'acquitte de cela, cela n'honore pas, cela n'augmente pas l'honorabilité de ce lieu. Mais s'il vogue à contre-courant de cela, également, cela ne diminue pas l'honorabilité de ce lieu. C'est pour dire donc qu'au final, chacun a une responsabilité individuelle. Il appartient à chacun de faire un effort. Et maintenant, la responsabilité collective est entre les mains du Khalif. Et le Khalif, c'est quelqu'un qui a juré, quel que soit l'acte qu'il faut poser pour que les gens soient dans le droit chemin, il va le faire, il va les poser. C'est pourquoi, s'il y a lieu, il va monter au créneau, il va faire des discours, mais si les gens ne s'en arrêtent pas là, il va sévir et les gens savent que s'il sévit, les gens vont suivre dans le droit chemin qu'il veut. Donc, il y a là un besoin de rappeler cela. Mais moi, ce qui m'incombe surtout, c'est cette responsabilité particulière que chaque personne a. Si chacun se fait le porte-drapeau de ce que le Khalif veut, je crois qu'il y aura, n'est-ce pas, une influence heureuse. Cela va faire tache d'huile et sera un effet très, très, très positif. Et de fil en aiguille, je crois que ce sont des choses sur lesquelles les gens ne vont jamais revenir. Merci Serigne Mansour. Si chacun joue sa responsabilité individuelle, le cheikh, le Khalif arriverait donc au résultat qu'il veut. C'est-à-dire que tout le monde respecte l'honorabilité de la ville sainte de Touba. Mais au cas où il y a des récalcitrants, des gens qui s'entêtent, eh bien il y a les mesures. Professeur, la semaine dernière, on a vu que le Khalif Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké a donné une recommandation à Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, Ibn Cheikh Abdou Khadr Mbacké, son porte-parole. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces directives et de l'application des mesures, il a convoqué les chefs de quartier, les chefs de village et le maire de la ville pour leur montrer la voie à suivre au cas où ils seraient confrontés à des difficultés pour mettre en application ces directives.
Je crois que cela nous suggère une manière de gérer et le cheikh est dans une dynamique vraiment de bonne gouvernance et de transparence, mais également d'une gestion participative et inclusive pour que, au cas où les gens ne joueraient pas leurs responsabilités individuelles, eh bien que la collectivité, la communauté elle-même prenne en charge l'application de ces directives-là. Merci beaucoup, Serigne Moussa. Nous sommes dans un débat, et je rappelle, ce débat est extrêmement important. Nous sommes en 2021, bientôt, et nous sommes dans la grande ville de Touba. Nous sommes à 7 années uniquement pour être dans les 100 ans du départ du cheikh de Boukhatoul Moubaraka à Touba. Nous sommes dans les 93 ans actuellement. Dans 7 ans, nous serons dans les 100 ans. Réfléchissons maintenant, un centenaire, le départ du cheikh de Diourbel à Touba, bientôt 100 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Mais c'est pas beaucoup aussi. Si on regarde du point de vue temporel, c'est pas beaucoup. Il y a un legs qui a été transmis et il y a des enseignements qui ont été développés. Nous sommes dans le centenaire dans 7 ans. On doit re-questionner la situation. Serigne Mountakha Mbacké l'a re-questionné en posant d'abord des actes. Avec la Covid-19, il a sorti 200 millions automatiquement. Il n'a pas demandé à quelqu'un de sortir un sou. Il a dit faites comme moi. Il fait donc ce qu'on appelle un leadership par l'action, ce calife. Ce qu'il fait, il ne le fait pas pour le dire, il le fait dans l'acte. Il a posé 200 millions. Si toute personne qui était imbue des mêmes valeurs, de respect envers le territoire, de respect envers l'humain, de respect envers Touba, de respect envers le culte musulman, si tout le monde avait compris son message par cet acte, les gens ne devaient même pas parler de Touba, mais devaient parler de Touba en prototype de citoyen participatif, en prototype de citoyen équitable, en prototype de citoyen responsable. Prendre uniquement l'acte de ces 200 millions et faire un article scientifique et parler de cela, il y a du mérite pour le mouridisme. Les entreprises, beaucoup d'entreprises au Sénégal gagnent des milliards, ils ne l'ont pas fait. Lui, il l'a fait au nom de la communauté. Ça veut dire que donc nous avons une responsabilité d'être devant dans toutes les situations difficiles pour le pays, d'être devant et de prendre des responsabilités. Donc il a montré la responsabilité individuelle du mouride, mais la responsabilité collective de la Mouridia devant toute situation. Il l'a montré. C'est un acte clair qu'il a posé. Il n'a pas dit, il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons de ce grand soufi? Qu'est-ce que nous apprenons de ce grand érudit? Qu'est-ce que nous apprenons de ce grand éducateur? C'est un pédagogue. En pédagogie, mais c'est par l'acte. Moi, je ne suis pas dans la pédagogie passive. Je suis dans la pédagogie active. Je prêche cela. Je n'aime pas quelqu'un qui enseigne par la théorie. J'aime quelqu'un qui enseigne par des photos, des figures, quelque chose de concret et qui attrape. Merci. Même dans la grande école, j'enseigne par la méthode des cas. Le cas Serigne Mountakha Mbacké avec Touba en 2020-2021, c'est le cas réel de la motivation de la quintessence de la ville de Touba. Quel est le prototype maintenant que le mouride doit avoir ou porter pour rester dans la ville de Touba? Nous repartons à quelque chose d'extrêmement important. Wallahi wal kitabi. Il faut que nous saluions la ferveur, la rigueur, le sérieux, le niveau de mouridisme, le niveau de compréhension de Cheikhoul Khadim par Mame Cheikh Rafal. Je veux qu'on s'arrête un peu. Il faudrait qu'on reparte sur les enseignements de Mame Cheikh. Il faut qu'on reparte sur les enseignements de Mame Cheikh dans le comportement devant le cheikh. Il faut que cette personne soit un vrai Baye Fall. Pour être à Touba, il faut respecter la terre de Touba, il faut respecter le lieu culturel de Touba, il faut avoir une philosophie. C'est pourquoi je suis très heureux et toujours heureux d'être parmi vous dans la Dara, ici, avec ces valeurs. Voilà, nous sommes très heureux. Voilà. Et merci de ces développements de taille. Et avant de vous quitter, une minute pour vraiment votre dernier mot, parce que le réalisateur m'a signalé qu'on a pratiquement épuisé le temps. Je dirais simplement que je suis honoré. Oui. Et maa ngi yeesalaat sama njëbal ci Cheikhoul Khadim ak ci Cheikh Mountakha Mbacké di gën a fas sama kóllëre ak yéen. Vraiment ce pacte que nous avons de penser à une ville modèle purement islamique, respectant les valeurs de l'humain dans son environnement.
Et vous dire que donc le dernier mot, c'est de remercier l'ensemble des condisciples que j'ai avec moi. Serigne Moussa Diouf, Serigne Mamadou Ngom, Serigne Mansour Seck. Je suis honoré et c'est un grand plaisir d'être parmi vous et d'échanger sur ce thème-là. Merci beaucoup. Pour la ville de Touba. Nous aussi, on a été vraiment très honorés de parler développement pertinent d'un éminent professeur que vous êtes. Inspecteur Ngom, votre dernier mot. Mon dernier mot, Serigne Moussa, c'est de remercier mes collaborateurs, Serigne Mansour Seck, le professeur Gaye, vous-même, Moussa Diouf, et inviter mes condisciples mourides à beaucoup plus de responsabilités. Parce que le mouridisme, le mouride, son identité première, c'était la discipline. Le mouride, c'est le ndigal. L'islam, le fondement de l'islam, c'était le ndigal. Mais le mouride s'est approprié le ndigal au point que, quand on parle de ndigal dans ce pays, on passe directement au mouride. Donc, quand on arrive à un moment où, quand notre khalife s'exprime, il dit que, je le dis, je sais que ça ne va pas suivre d'action, mais je fais mon devoir de parler. Ça, c'est honteux pour les mourides. C'est une interpellation. Et nous devons préserver. J'ai insisté sur le concept d'autorité bienveillante qui fait qu'actuellement, nous vivons tranquillement à Touba. Mais si on fragilise cette autorité-là, c'est l'autorité étatique, ce monstre froid qui est sans cœur, qui va s'exercer. Et est-ce que si ce monstre l'autorité de ce monstre s'exerce sur nous, est-ce qu'on aura la latitude d'avoir un environnement pour un épanouissement spirituel? Ça, c'est une question de taille. Donc, il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments et qu'on respecte l'honorabilité de cette ville. Merci encore une fois. Merci, inspecteur, pour la vision. Serigne Mansour, votre dernier mot. Voilà, mon dernier mot, ce sont des remerciements également en retour au professeur Gaye. Ça a été un grand plaisir de partager avec lui. Remerciements également à l'endroit de celui qui est mon diatique, l'inspecteur Ngom. Et je suis administrativement sous sa coupe, n'est-ce pas? C'est lui qui supervise nos collèges et il le fait avec bienveillance, avec beaucoup d'expertise, mais avec beaucoup d'humanité. Ça, vraiment, c'est un mot partagé par tous les collèges. Et ce que je voulais dire simplement, je ne l'ai pas fait dans l'hymne de mon propos, c'est de prier ardemment pour l'actuel Khalife général des Mourides, Cheikh Ahmadou Mountakha, et d'exprimer ma crainte en tant que croyant. Le croyant est partagé entre le khawf, cette crainte, mais il y a un raja immense, un espoir immense, parce que le cheikh est celui qui peut, n'est-ce pas, agir ici et qui a un don d'ubiquité. Là où il est, il peut intervenir dans le sort de ceux qui sont ici sur terre. Et je sais qu'il lui a plu de nous choisir un chef de file en la personne de Cheikh Mountakha. Et je sais que c'est le vénéré Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le premier khalife petit-fils, qui disait que le khalifat de Serigne Touba est à l'image d'un fauteuil. Et ce fauteuil est surplombé par sa puissance, par sa science, par sa connaissance. De sorte que celui qui a la possibilité de l'occuper réunit ce qui permet à Serigne Touba de se dépouiller en lui. Et on sait que Serigne Touba s'est dépouillé en Cheikh Mountakha. Nous n'avons qu'une préoccupation, qu'il nous désigne le chemin qu'on doit emprunter, mais on ne sera pas plus royaliste que le roi. On sait que notre Seigneur a prévu en lui toutes les facettes et tous les atouts, et il les a en main. Il suffit, n'est-ce pas, qu'il nous désigne la voie à suivre, et on la suivra au prix même de notre vie. Parce qu'il y a une chose fabuleuse qui a été la force de l'islam. Quand les musulmans se sont engagés à Badr, on sait que le rapport de force était incomparable, 313 pour 1000 et autres. Le rapport de force au plan des armes n'était même pas comparable, mais ils sont partis par leur seule détermination. Nous savons qu'avec l'actuel calife, nous savons qu'il incarne Serigne Touba à tout point de vue. Et nous sommes là nous prions Dieu de ne pas faire partie de ces gens qui sont sourds et muets et qui suivent, n'est-ce pas, qui n'en font qu'à leur tête. Mais s'il y a un seul mouride dont la préoccupation
et de suivre, n'est-ce pas, et d'être fidèle aux préoccupations du Khalif, je suis certain que la victoire viendra. Et celui qui le fait, il le fera au nom de toute la communauté. Je crois que c'est un peu cette lueur d'espoir que je voulais faire encore ressortir pour qu'elle soit la dernière note, pour qu'on sache que malgré, n'est-ce pas, cette situation carabinée qui semble, n'est-ce pas, se profiler à l'horizon avec ses comportements, mais on sait que les choses seront toujours ce qu'elles ont toujours été. Le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké, que nous allons, n'est-ce pas, on va célébrer, n'est-ce pas, la journée de prière dédiée à sa personne demain, Inch'Allah, et lui disait que si notre Seigneur dit, redit et proclame et réitère quelque chose, il veut que les gens sachent qu'il ne se passera rien d'autre que ce qu'il a dit. Et les choses ne se passeront que de la manière dont il a édicté. Les gens ont beau lever le pied, sauter et tomber, les choses seront sur le droit chemin et je suis certain qu'on arrivera à bon port. Puisse Dieu accorder une longue vie, une santé de fer au vénéré Khalife. Voilà. Merci Serigne Mansour Seck. Chers téléspectateurs, certainement vous ne l'avez pas senti, mais nous avons dépassé même l'heure de quelques minutes. Et je crois que, sans risque de me tromper, nos invités, le professeur Mamadou Gaye, l'inspecteur Mamadou Ngom et le principal Mansour Seck, tous en tant que disciples mourides, nous ont permis d'avoir, de découvrir, de partager avec nous donc tous les fondamentaux qui nous permettent de jouer notre responsabilité quant à la sauvegarde de l'honorabilité de la ville sainte de Touba. Nous les remercions infiniment. Franchement, je n'ai plus rien à dire, sinon vous dire encore merci. Et après tous ces développements, nous prions Allah pour qu'il nous donne l'entendement nécessaire, la motivation nécessaire pour qu'on puisse suivre la voie que nous a indiqué le calife Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké, qui est la voie que nous a indiqué Cheikh Ahmadou Bamba, qui est la voie Sirat al-Mustaqim, la voie que nous a indiqué Allah et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous prions Dieu pour qu'il lui donne un franc succès, pour qu'il réussisse toutes les ambitions qu'il a dans cette ville pour le mouridisme, toutes les ambitions qu'il a pour que les recommandations et le projet de Serigne Touba puissent être réalisés comme il l'a voulu. Et j'espère qu'avec ce projet d'université qui a été l'un des derniers vœux du Cheikh, qu'il a commencé à réaliser, nous donne bon espoir. Merci chers téléspectateurs, merci chers auditeurs. Au revoir pour un autre numéro de Mawridou Zaman.